Madame, Monsieur, bonsoir. Au menu de votre émission ce soir, tentative de putsch en Guinée-Bissau et crise en Ukraine. Après le Mali, la Guinée, le Burkina Faso, c'est le 4e pays d'Afrique visé par un coup d'État en près d'1 an. Mardi 1er février, au moins 6 personnes ont été tuées dans la tentative ratée de renverser le président bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo. Selon celui-ci, ce n'était pas seulement un coup d'État, c'était une tentative de tuer le président, le Premier ministre et tout le cabinet. Fin de citation. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, a annoncé jeudi qu'elle allait déployer des soldats en Guinée-Bissau afin d'aider à stabiliser le pays. En attendant, l'agenda de ce déploiement, elle est réelle dessous de ce putsch. Analyse ce soir de la situation et des fortes menaces qui planent sur la sous-région ouest africaine en compagnie de professeur Cherkaoui Roudani, expert des affaires stratégiques. Ensuite, en seconde partie, comment la crise en Ukraine est-elle en train d'évoluer au vu de l'escalade entre Washington et Moscou? La Russie a exhorté jeudi 3 février les États-Unis à cesser de nourrir les tensions dans la crise russo-occidentale autour de l'Ukraine. Cette demande est formulée au lendemain de la décision américaine d'envoyer 3000 soldats supplémentaires en Europe de l'Est. Car pour dissuader le président russe Vladimir Poutine de passer à l'offensive en Ukraine, Américains et Européens multiplient les menaces de plus en plus détaillées de sanctions économiques sans précédent, sans oublier le soutien militaire à Kiev. Pour autant, les forces déployées ne devraient pas se battre en Ukraine, qui n'est pas, rappelons-le, membre de l'OTAN. Alors, escalade verbale, démonstration de force ou réelle menace de guerre? Quelles répercussions sur le paysage géopolitique mondial? Réponse avec notre deuxième invité, Hafed Boutaleb, expert en relations internationales. Mais avant, direction la Guinée-Bissau, et j'accueille par satellite depuis Rabat l'expert des affaires stratégiques, professeur Cherkaoui Roudani. Bonsoir, professeur Roudani. Merci d'être avec nous ce soir. Merci. Bonsoir, madame. Merci beaucoup. Alors, peut-être commencerons-nous avec, n'est-ce pas, une contextualisation de ce putsch raté en Guinée-Bissau. On l'a suivi ces dernières semaines, ou en tout cas ces derniers mois. J'ai envie de dire l'Afrique de l'Est a été littéralement déstabilisée par 4 coups de force en 18 mois, pour être plus précise. 2 au Mali, 1 en Guinée et le plus récent, il y a moins de 10 jours, au Burkina Faso. Pourquoi une telle épidémie de putsch et de coups d'État en Afrique de l'Ouest, professeur Roudani? Effectivement, il y a 4 coups d'État, 2 coups d'État au Mali, Burkina Faso, le Niger. Il y avait aussi 2 coups d'État avortés au Niger contre Mohamed Bazoum, mais aussi en Centrafrique contre le président, qu'un groupe de la Séléka a essayé de renverser le président centrafricain. Donc aujourd'hui, il y a la tentative de coup d'État en Guinée-Bissau. Il faut savoir que depuis l'indépendance de ce pays en 1974, il y avait 17 tentatives de coup d'État et 4 coups d'État qui ont réussi. Il n'y a aucun président qui a réussi de terminer son mandat, sauf un président. Et après, donc, aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui est compliquée parce que tous les problèmes de l'Afrique de l'Ouest, notamment dans la Banse et le Saharien, sont interconnectés. Donc, il y a plusieurs acteurs qui trouvent dans le commerce illicite, surtout dans le cocaïne, l'héroïne et l'amphétamine, des produits qui sont capables pour assouvir leurs besoins, notamment financiers. Donc, de fait, aujourd'hui aussi, il y a le problème de terrorisme. Par exemple, quand on voit le Burkina Faso avec plus de centaines d'attaques par an, et aussi dans le nord du Mali. Donc aussi, il y a des enjeux, l'enchevêtrement des États, des forces extrinsiques qui ont liaison avec des forces intrinsiques, qui fait aujourd'hui donc qu'il y a une sorte de déstabilisation et une sorte de violence qui est en train de se monter. Donc notamment, par exemple, quand vous voyez la région de l'Uptako-Gorma, la région des 3 frontières entre le Burkina, le Mali et le Niger,
il y a à peu près le 50% des attaques terroristes dans la bande sahélo-saharienne, dans cette région qui se considère comme l'épicentre de l'activité terroriste à l'échelle du continent africain. Donc, de fait, c'est un effet domino. Aujourd'hui, il y a aussi un changement de la perception des forces étrangères qui se sont installées dans cette région de l'Afrique de l'Ouest. Il y a un sentiment anti-français, donc il faut le dire, surtout maintenant avec cette dislocation existante entre Paris et Bamako, surtout après l'expulsion des forces de Danemark qui sont dans la mission de Takuba et la force de Barkhane. Donc je pense aujourd'hui il y a un vent qui souffle et donc la manière avec laquelle il y a une perception des forces étrangères et la manière avec laquelle la communauté internationale gère cette problématique de terrorisme, c'est montrer que c'est une manière caduque et dépassée. Donc aujourd'hui l'élite me semble-t-il, dans ce continent, dans cette région, en train de revoir les choses avec une autre manière. Je pense que les coups d'État, c'est une explication c'est une illustration de l'incapacité de l'État central de ces pays de résoudre beaucoup de problèmes, beaucoup de conflits qui se joignent. Il y a aussi une jonction de certains problèmes. Par exemple, quand vous voyez la Libye, qui reste l'un des pays le plus instable en Afrique du Nord et qui influence davantage d'une manière négative la paix et la sécurité, surtout avec les armements qui se trouvent dans le sud de la Libye et qui trouvent chemin vers cette région de l'Afrique de l'Ouest. Je pense qu'il y a beaucoup de questions qui doivent s'imposer pour résoudre l'équation libyenne et aussi l'équation sahélo-saharienne. Alors, selon les derniers éléments dont on dispose, professeur Olodani, qui est à l'origine de ce putsch? Bien sûr, le président a évoqué les narcotrafiquants. Vous avez vous-même parlé de cette situation qui est encouragée par le commerce illicite en tout genre et la contrebande. Est-ce que vous pensez que cette thèse tient la route, en tout cas celle des narcotrafiquants et pas de l'armée, comme ce fut le cas pour les autres pays, à savoir le Burkina, mais aussi, n'est-ce pas, le Mali? Alors, est-ce que c'est les militaires ou les narcotrafiquants, finalement, selon vous? Bon, madame, il faut savoir que c'est un secret polichinelle en Guinée-Bissau et même en Afrique de l'Ouest. Le Guinée-Bissau, c'est un État narcotrafiquant. Donc, c'est-à-dire c'est le premier pays dans le continent où il y a vraiment un commerce illicite du cocaïne, de l'héroïne et de l'amphétamine. Et selon des rapports des États occidentaux, la moitié du cocaïne qui se trouve dans le continent transite par ce pays, la Guinée-Bissau. D'ailleurs, aujourd'hui, lorsque vous voyez, par exemple, la politisation de l'armée, et en fait, depuis la guerre civile de 1998 comme 1999, où il y avait vraiment une dislocation entre le président Vera et le général, le chef d'état-major Mani, donc on savait qu'il y avait une sorte une concurrence pour avoir la même mise sur ce commerce illicite du cocaïne. D'ailleurs, l'avion de 2007 qui venait de Venezuela, qui portait à peu près entre 500 et 600 kg de cocaïne, a été immatriculé de Guinée-Bissau, qu'on a trouvé dans la région du Gao au nord du Mali. D'ailleurs aussi, par exemple, en 2007, le Maroc, il a saisi une voiture guinéo-bissau-guinéenne qui porte à peu près 28 kg de cocaïne. Donc, plusieurs aussi l'armée, donc il faut le dire, sans tabou, c'est que le général, par exemple, il y avait 5 chefs d'état-major. 3 chefs d'état-major depuis 1990 ont été assassinés. 3, un, il a été contraint à l'exil. Et donc, de fait, tous ces chefs d'état-major, lorsque vous voyez, par exemple, aujourd'hui, la DEA, le département américain
américains antidrogue, ils cherchent d'inculper le chef d'état-major Antonio Injai, qui est responsable et considéré par les Américains comme le baron de drogue à l'échelle du continent africain, notamment au Ghana, au Libéria, au Sénégal et aussi au Nigeria et même d'autres pays africains comme le Mali. Et même il a des relations avec des crimes organisés transnationales au Portugal, en Grande-Bretagne et en France. Et de fait, aujourd'hui, par exemple, comme vous voyez en 2013, les services de renseignement américains avec la DEA, ils ont capturé le général de la marine qui est Buba Nachu, qui est le chef de la marine bissau-guinéenne. Donc on voit à quel point que les militaires aujourd'hui ils s'immiscent et aussi sont impliqués d'une manière très puissante dans le commerce du cocaïne et de l'héroïne et de l'amphétamine. Et aujourd'hui, tout le monde le sait, donc ce général Anthony Ndjai, il a été responsable du coup d'État de 2012 lorsqu'il a renversé le président Gomez et même lorsqu'il a emprisonné le chef d'état-major, le général Jomolika. Donc en fait, nous sommes dans une situation vraiment qui est très compliquée, avec une présence des militaires dans la scène politique. Surtout aujourd'hui, il y a deux partis politiques dans ce pays. Il y a le parti de l'indépendance pour la Guinée et le Cap-Vert, c'est le parti principal qui a été responsable de l'indépendance et qui est de ce pays en 1974. Il y a une partie de l'opposition qui est le parti de la rénovation sociale. Vous devez savoir, madame, c'est que n'importe quelle des régions politiques qui n'a pas fait allégeance à Anthony Ndjai ne peut pas être ministre, ne peut pas être même président. Et de fait, on peut expliquer pourquoi il y avait cette montée fulgurante depuis l'indépendance des coups d'État ou bien des tentatives de coups d'État. N'oublions pas aussi qu'il y a une chose qui est très importante, qu'il y avait vraiment, il y a un problème ethnique qui tire profit aussi de débordements régional. Par exemple, l'ethnie Balanti qui est représentée dans le commandement de Minsoua de la direction nord des forces militaires guinéo-bissien, et aussi les Fol et aussi les Palpés qui sont des ethnies qui sont en état de dislocation et qui s'entretuent pour avoir donc le pouvoir militaire. Donc de fait aujourd'hui il y a des problèmes aussi institutionnels. N'oublions pas la constitution guinéo-bassienne de la Guinée-Bissau. Dans l'article 5, il donne des privilèges à l'armée et les officiers. Sachant bien que, par exemple, on décortique l'armée de la Guinée-Bissau, on trouve que 42% des éléments de l'armée de Guinée-Bissau sont des officiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on décortique le ratio, le nombre des militaires par rapport à le nombre de population, c'est le plus important, 2 fois plus important dans la CEDEAO, dans la région, dans la communauté africaine de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, communément appelée la CEDEAO. Et de fait, on voit que les militaires sont très impliqués d'une manière directe et indirecte dans la gestion des affaires publiques. Aujourd'hui, avec même la chute de la production de la noix de Koju, donc qui est la matière la plus importante aujourd'hui dans l'économie et qui fait travailler à peu près 70% de la main-d'œuvre de la population. Et en chute, de fait, on a trouvé, les gens trouvent refuge, voilà, de s'arranger avec les militaires dans des affaires illicites, dans du commerce illicite, notamment, comme je viens de dire, le cocaïne, l'héroïne et l'amphétamine. Et de fait, aujourd'hui, situation des problèmes structurels. Le président, il faut le dire, il ne peut rien faire devant une situation. Oui, mais alors justement, professeur Loudani, le président, il y a à peine une semaine, je me permets de vous interrompre si vous le permettez, le président a effectué un remaniement ministériel où justement, vous l'avez évoqué tout à l'heure en la personne d'Albert Malu, qui, rappelons-le, est secrétaire d'État à l'ordre public, a été limogé, et c'est un conflit qui opposait le gouvernement et le président autour de cet Airbus A340 venu de la capitale gambienne Banjul, avec l'accord présidentiel. Alors, donc il y a déjà un peu, ça rejoint un peu ce que vous venez d'expliquer si bien, professeur Loudani. Donc finalement, le président, il a remanié une semaine plus tard une tentative de putsch.
Oui, et c'est tout à fait normal parce que le Premier ministre, il fait partie du parti, ce qu'on appelle le parti de l'opposition. Donc, il a dit ouvertement que le président, il a autorisé cet avion qui vient de la Gambie, sachant bien que la Gambie, le Ghana, le Sénégal, le Libéria, à peu près, c'est l'extension de ce commerce illicite de Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau, c'est la plaque tournante du commerce du cocaïne à l'échelle internationale avec les représentations des milliards de dollars qui est derrière. Donc, de fait, aujourd'hui, il y a une guerre entre voilà, l'exécutif qui n'est pas sain, où il y a des éléments qui travaillent avec des groupes de crimes organisés à l'échelle internationale, avec le FARC, par exemple, quand on parle d'Antonio Injai, ce général-là, tout le monde le sait, il travaille avec le FARC du Colombia. Oh wow. Et donc, tous les avions qui viennent du Colombia, du Venezuela, donc, avec l'autorisation du général Antonio Injai, qui a une influence jusqu'à maintenant très, très importante sur l'armée bissau-guinéenne. Et de fait, aujourd'hui, c'est très compliqué, difficile de concevoir n'importe quelle stratégie. Donc, la stabilisation et la polarisation dans laquelle s'enlise la Guinée serait vraiment un facteur de déstabilisation et de violence si la communauté internationale, et je parle des Américains, je parle aussi des Européens, qui doivent regarder avec une autre manière ce pays-là, ou bien l'Afrique de l'Ouest d'une manière générale, parce qu'il y a une certaine omerta par rapport à ce qui se passe dans ce pays où il y a une population de 1,6 million. Donc je pense aujourd'hui cette situation, il peut avoir, c'est une métastase qui peut vraiment influencer d'autres pays comme le Libéria, comme le Ghana, comme par exemple quand on voit la Casamance, le séparatisme au Sénégal, on voit que c'est des éléments séparatistes de Casamance travaillent dans ce commerce illicite. Par exemple, tout le monde le sait, il y a une présence très importante des Libanais dans ce pays-là. Et là, donc, la question de Hezbollah, que tout le monde le sait, travaille dans le cocaïne dans le pays du Bénin, à Cotonou, dans le Ghana, dans le Nigeria, même dans le nord du Mali. Et donc, il y a des questions qui se posent et qui s'imposent et personne ne peut vraiment aborder ces questions parce que, soi-disant, ce sont des questions voilà, qui pourraient toucher certaines manières de concevoir une diplomatie soft. Et aujourd'hui, donc, à la lumière de ce qui se passe dans ce pays, le Cap-Vert aussi, la Guinée-Bissau, il n'est pas étonnant de voir d'autres pays. Et je me rappelle très bien la phrase du ministre des Affaires étrangères de Burkinabe lorsqu'il a dit que la question de la chute de l'État dans l'Afrique de l'Ouest, c'est une question de temps. Je pense aujourd'hui, avec ce qui se passe, avec 4 coups d'État en moins d'une année, en 2020-2021, donc aujourd'hui Guinée-Bissau, qui sera le prochain partie du jeu d'échecs, parce que nous sommes dans une partie, donc une partie de domino, un effet domino qui va continuer, surtout avec cet enchevêtrement des intérêts stratégiques entre les groupes de crimes organisés transnationaux et aussi des hommes politiques et des chefs militaires qui s'enlisent et aussi qui travaillent et qui proposent leurs services à ces groupes. N'oublions pas, par exemple, en 2009, il y avait une inculpation de 2 éléments de Al-Qaïda dans des hôtels 5 étoiles à Bissau, dans la capitale de Bissau-Guinéen, et qui étaient responsables du meurtre de 4 Français en 2007 en Mauritanie. Et de fait, on voit un petit peu ce système de conflit qui est en train de se concentrer dans ce pays-là, où il y a vraiment, s'il faut avoir le courage de le dire, ce pays, c'est une zone grise. Le président, il est dans l'incapacité de résoudre ce problème qui s'enchevêtre avec la présence des militaires qui sont impliqués dans des affaires illicites, impliqués aussi dans des coups d'État antécédents. Et donc, le président, vraiment, dans
situation difficile et il y a donc une nécessité de regarder les choses avec une autre manière dans ce pays en appuyant le président, en appuyant des réformes, surtout quand je parle de l'article 5 de la Constitution de ce pays qui donne vraiment des privilèges sans précédent à l'armée et aux officiers de l'armée. On comprend donc à quel point que la situation il est vraiment grave et catastrophique et je pense aujourd'hui ce qui s'est passé c'est le préambule de quelque chose qui va passer dans un mois, peut-être dans 3 mois. Donc la situation va continuer d'être dans l'instabilité, va s'enliser davantage dans l'instabilité et dans le désordre total. Alors, instabilité, déstabilisation, hein, vous avez parlé tout à l'heure d'effets dominos dans cette région, au vu bien sûr de tous les coups d'État qu'elle a connus, avortés ou pas d'ailleurs, et par rapport aussi à la perception des forces étrangères, et on l'a remarqué aujourd'hui, il y a un nouvel acteur dans cette région, on ne parle plus des forces européennes simplement, qui sont historiquement présentes, que ce soit sur le volet militaire ou autre, on parle aujourd'hui de la Russie. Quel est le rôle aujourd'hui de la Russie selon vous, et comment est-il appelé à se développer dans les mois à venir, notamment avec aujourd'hui cette perception que l'on a d'un rapprochement des forces militaires avec ces groupes certains les appellent des mercenaires, d'autres les appellent de maintien de la paix, bon, en tout cas chacun les appelle selon où ils se positionnent, ce rapprochement entre les militaires de cette région-là et ces groupes russes de militaires ou de paramilitaires. En fait, on comprend un petit peu la situation dans laquelle s'enlise l'Ukraine depuis 2013. Donc, on va essayer de faire un parallèle. Donc, on peut faire ce parallèle-là. Donc, la situation effondrement de l'URSS dans l'Europe orientale, notamment en Ukraine, en Estonie, en Biélorussie, c'est la même situation aujourd'hui qui est en train de se produire avec une autre logique et avec une autre stratégie russe. Donc je pense aujourd'hui, les Russes, ils ont compris que l'avenir, c'est le continent africain, vu l'effritement donc, et l'incapacité des pays occidentaux de mettre en place une stratégie globale de développement du continent africain et de faire face à ces acteurs non étatiques. Je parle des groupes terroristes, je parle des groupes armés, je parle de cette guerre ethnique qui existe dans l'Afrique de l'Ouest. Donc les Russes ont commencé depuis très longtemps par les billets du groupe armé non étatique à travers Wagner, par exemple en Afrique centrale, devant l'incapacité de la mission européenne de stopper, par exemple, cette guerre entre les anti-Balaka et la Silica en Centrafrique, la Russie a été là pour appuyer le président de la Centrafrique. Au Mozambique, c'est la même chose. Pour contrer les offensives des groupes terroristes dans la région de Cabo Delgado, le groupe Wagner, il a été là. Donc en fait, la Russie tire profit de la situation et tire profit aussi de la discordance géopolitique et géostratégique dans l'Europe et les Américains, surtout sur la question de l'Afrique qui n'est plus une priorité. On l'a vu avec le président Barack Obama, on l'a vu avec le président américain comme Donald Trump, et même Biden ne donne pas assez d'importance à ce continent. Et de fait, aujourd'hui, la Russie tire profit de cette absence des grands États comme l'Europe, comme les Américains, et est en train de se repositionner ses pions dans ce jeu d'échecs. Et de fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est la manière avec laquelle Moscou regarde l'Afrique, voir l'incapacité dans laquelle s'engloutissent certains pays africains, surtout le Mali, tout ça. Donc, il est en train donc, vous savez très bien que la nature n'accepte pas le vide. Donc, le vide, il est maintenant rempli, il est maintenant en train de se restructurer à travers Moscou qui regarde le continent africain. C'est le prolongement du BRICS, notamment avec les projets eurasiatiques et les
projets One Round, One Belt, dans lesquels la Russie joue un rôle très très important. Et de fait, nous sommes dans une situation, une équation où il y a la Chine et la Russie qui sont en train de rejouer un rôle central dans l'équilibre des puissances dans le continent africain, notamment dans l'Afrique de l'Ouest. Et de fait, aujourd'hui, lorsqu'on voit que l'Europe, il est dans l'incapacité, par exemple, si on prend l'exemple du Royaume du Maroc, le problème artificiel de l'intégrité territoriale, on voit que l'Europe n'arrive pas de se prononcer malgré, par exemple, la reconnaissance américaine de l'intégrité territoriale à part entière du Maroc et la souveraineté du Maroc sur les provinces du Sud. Aujourd'hui, l'Europe n'arrive pas de se prononcer, l'Espagne n'arrive pas de se prononcer. Et de fait, je pense aujourd'hui, cette cacophonie européenne, occidentale, il a été bien analysé, compris par les Russes comme par les Chinois. Il est en train maintenant de rejouer ce rôle-là de l'équilibre géopolitique, de refaçonner cette géopolitique de l'Afrique, et notamment de l'Afrique de l'Ouest, avec la manière avec laquelle les intérêts de la Chine et de la Russie peuvent être renforcés dans les années qui viennent. Et si on parlait de la réponse, en tout cas afro-africaine, hein, à la situation aujourd'hui en Guinée-Bissau, je le disais un peu plus tôt, la CEDEAO a annoncé un envoi de troupes. Hein, on ne sait pas encore comment ni quand, mais en tout cas, l'intention y est. Ce n'est pas la première fois que la CEDEAO intervient en Guinée-Bissau pour essayer de stabiliser le pays. Déjà, une mission similaire a été mise en place en 2012, après un autre coup d'État, bien sûr. Est-ce qu'aujourd'hui, clairement, concrètement, la CEDEAO ou encore l'Union africaine pourrait avoir un réel impact sur la stabilisation de ce pays? On parle aujourd'hui de Guinée-Bissau, mais de manière beaucoup plus générale de l'Afrique de l'Ouest. Ben écoutez, madame, aujourd'hui, le problème se situe au niveau de la géopolitique des organisations internationales. Tout le monde le sait que dans la crise civile ou bien la guerre civile de 1998-1999, lorsque la CEDEAO voulait employer, surtout le Sénégal et la Guinée-Conakry, voulaient déployer des militaires. Et donc le PLP, c'est les pays, la communauté des pays de la langue portugaise, présidée par l'Angola, n'a pas accepté que les pays francophones rentrent dans ce pays qui se considère comme l'épicentre les pays qui parlent de la langue portugaise. Malgré la position du Portugal, mais ces pays-là, ils ont constitué un noyau. Par exemple, quand vous parlez de l'Angola, il tient 70% de gisements de bauxite dans ce pays de la Guinée-Bissau. Et de fait, il n'acceptera jamais un jour un déploiement des forces francophones ou bien des forces de la CEDEAO. Donc, d'autant plus que, par exemple, pour l'armée de la Guinée-Bissau, ils voient avec mauvais œil, par exemple, la présence de la CEDEAO au sein de ce pays, parce qu'ils ont une expérience lorsqu'il y avait un coup d'État ou bien il y avait une dislocation entre le président Vieira et le général Mani. Donc la CEDEAO n'a pas pu comprendre la situation et après ils ont parti pour essayer de renforcer la position du président Vieira, alors que le général Mani, donc c'était le leader de la stabilité pour les Bissau-Guinéens dans la fin de cette crise, de cette guerre civile 98-99. Et de fait, la CEDEAO, il a des antécédents dans le déploiement des militaires. Et de fait, aujourd'hui, je pense que ce sera très compliqué et très difficile. Et si le président va accorder donc cette possibilité d'un déploiement militaire, il va vraiment dans une situation qui est très grave parce que n'oublions pas, l'Angola, c'est un pays qui joue un rôle très important dans la sécurité, dans la réforme de la sécurité, militairement et financièrement, et aussi même stratégiquement, donc dans la configuration militaire et sécuritaire de ce pays. Et de fait, vu la situation actuelle et l'antagonisme qui existe entre l'Angola et les pays de la CEDEAO, notamment le Sénégal, sur beaucoup de questions d'ordre géopolitique et d'ordre géoéconomique, je pense aujourd'hui que la CEDEAO n'est pas la bienvenue au sein de ce magma ou bien de ce système d'équation qui est enchevêtré en Guinée-Bissau. Et de fait, je ne pense pas que la CEDEAO n'aura pas vraiment un effet sur
sur la situation actuelle en Guinée-Bissau, vu aussi d'autres enjeux, parce que plus que l'Angola, donc il y a aussi la dimension de certaines relations qui existent entre certains militaires dans le pays de la CEDEAO avec certains groupes armés et groupes de crimes organisés transnationaux avec des hommes qui sont très puissants dans ce pays. Donc, de fait, c'est très difficile. Je ne vois pas que le président pourrait vraiment accorder ce privilège à la CEDEAO de se repositionner parce que c'est comme, il va rajouter un petit peu des ingrédients qui pourraient exploser le plus tôt possible dans ce pays. Donc, et je pense aujourd'hui le problème doit être un problème intérieur, il faut le régler à l'échelle intérieure du pays avec des réformes politiques surtout. Il faut renforcer le volet judiciaire et aussi il faut essayer de réformer les institutions militaires. Ça passe par l'ONU. Je pense qu'il y a un exemple du Guatemala avec l'ONU. Donc lorsqu'il y avait vraiment un travail extraordinaire qui a été fait dans le Guatemala avec les Nations Unies sur la lutte contre les crimes organisés et la lutte contre le drogue. Je pense aujourd'hui cet exemple-là, on peut le faire dans le Guinée-Bissau avec que l'ONU qui doit chapeauter, qui doit regarder. Mais même l'Union africaine est incapable de résoudre ce problème parce que l'architecture du système de défense, parce qu'en Afrique on parle beaucoup mais on ne fait rien. C'est la réalité. Très bien. Les Bissau-Guinéens le savent pertinemment. Le problème, il faut le savoir, c'est un problème au niveau de l'armée, de la structure de l'armée et sa relation avec le politique. Et on a aussi le problème de la justice. Il faut donner assez de compétences au pouvoir judiciaire pour qu'il joue un rôle très important dans l'architecture de cette lutte contre le drogue, les stupéfiants, le cocaïne, l'héroïne et l'amphétamine. Merci beaucoup, professeur Cherkaoui Roudani. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, madame. Merci. Et nous passons tout de suite à la seconde partie de questions d'actu. Et c'est la crise en Ukraine pour cette seconde partie de votre émission Questions d'actu. Ce sera en compagnie de Hafed Boutaleb, expert en relations internationales. Bonsoir Hafed Boutaleb, merci de vous joindre à nous dans Questions d'actu. Bonsoir Khadija, avec plaisir. À quel moment la situation entre la Russie et l'Ukraine s'est-elle dégradée ? Eh bien, vous savez, ça a commencé avec l'accumulation de troupes russes sur la frontière russo-ukrainienne, qui a soulevé un grand tollé au sein des milieux nationalistes, mais pas que les milieux nationalistes, au sein des dirigeants politiques à Kiev, donc la capitale de l'Ukraine, et aussi à Bruxelles. Et bien sûr, Washington s'est emparé de cette affaire, puisqu'il y a la question qui justifie, d'après Moscou, cette accumulation de troupes aux frontières, la question de l'élargissement de l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, vers la frontière, vers l'Ukraine, qui est considérée par Moscou comme un précaré russe qui ne devrait pas voir des troupes de l'OTAN, notamment des troupes américaines, installées aussi près de la capitale Moscou et du territoire russe. Parfaitement. Alors pourquoi les États-Unis s'impliquent-ils autant ? Pourquoi l'Union européenne s'implique également, en sachant bien sûr que l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN ? Écoutez, la question qui se pose, c'est qui veut rentrer au sein de l'OTAN, qui veut élargir l'OTAN. Aujourd'hui, l'Ukraine veut faire partie de l'OTAN parce que pour l'Ukraine, c'est une garantie de sécurité après l'invasion qui a eu lieu par la Russie d'un territoire qui était ukrainien, qui est la Crimée. Alors, les dirigeants ukrainiens considèrent qu'en intégrant l'OTAN, ils vont bénéficier des garanties de sécurité, puisque vous savez que lorsqu'on est membre de l'OTAN et qu'il y a une agression contre un membre de l'OTAN, alors tous les autres pays membres sont obligés de défendre cet autre pays membre. Et donc, on a là des puissances militaires considérables, comme la France, le Royaume-Uni et les États-Unis, qui vont devenir des défenseurs de l'Ukraine et de la souveraineté ukrainienne. Et il y a, d'un autre côté, c'est les puissances occidentales, notamment donc l'Europe de l'Ouest et les États-Unis,
veulent et encouragent un élargissement vers l'Est. Il a commencé d'abord avec l'élargissement de l'Union européenne vers les pays de l'Est, notamment les pays baltes, la Hongrie, la République tchèque et la Pologne à partir de 2005. Et puis ensuite, cet élargissement a continué avec l'admission de la Roumanie, de la Bulgarie, et puis maintenant, même l'Ukraine veut rentrer au sein de l'Union européenne. Cet élargissement avait été encouragé par les États-Unis. Et puis, il a été suivi par un élargissement militaire des pays de ces pays baltes et des pays de l'Est qui ont intégré l'OTAN aux grandes dames de Moscou. Et puis maintenant, l'Ukraine veut intégrer l'OTAN. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que des deux côtés, on a une perception que l'agresseur, c'est l'autre. Pour les Européens et les Américains, l'agresseur, c'est la Russie qui a annexé la Crimée, qui a toujours pour eux, à leur vision, selon eux, des velléités expansionnistes vers l'Europe de l'Ouest. Et puis pour les Russes, l'agresseur, ce sont les Occidentaux qui rentrent dans un précaré qui était censé être le sien, celui de Moscou, et qui veulent en plus maintenant, ils sont rentrés économiquement maintenant, suivre cette expansion par une expansion militaire, donc installer des bases militaires, des missiles balistiques, de la formation pour l'armée ukrainienne, et tout cela est inacceptable pour Moscou puisque au moment du démantèlement de l'Union soviétique, des négociations très sérieuses avaient été menées par Mikhail Gorbatchev et à ce moment-là le président George Bush père pour bien ficeler donc l'expansionnisme de l'OTAN dans les anciennes républiques soviétiques. Et donc, à ce moment-là, les Américains avaient promis, mais il n'y a rien qui a été communiqué, mais auraient promis aux Soviétiques de ne pas se développer vers l'Est. Et aujourd'hui, 30 ans plus tard, eh bien, ils reviennent sur cette promesse. Mais pour Washington, ce sont les Ukrainiens qui veulent. L'Ukraine est un pays souverain. Eh bien, ils ont tout à fait le droit de demander une adhésion pleine et entière au sein de l'OTAN. On y reviendra certainement par rapport à cette position des États-Unis, mais avant, puisqu'on est en train de parler des raisons de l'application des États-Unis, mais aussi de l'Union européenne, il y a aussi des raisons, celles qui relèvent de la présidence russe, de Vladimir Poutine. Vous avez parlé du démantèlement de l'Union soviétique. Pour certains observateurs, Vladimir Poutine a toujours ce rêve de rassembler, n'est-ce pas, un semblant d'Union soviétique. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait que les tensions soient ravivées dans cette région de l'Ukraine maintiennent cette hypothèse-là? Alors oui, vous avez raison, Khadija. Il y a cette question de la restauration de l'Empire russe, pas vraiment l'Empire soviétique, puisque aujourd'hui les dirigeants de Moscou ne sont pas du tout enclins à une économie planifiée comme ce qui existait à l'époque de l'Union soviétique. Et ce sont des capitalistes assumés. Mais il y a cette idée de l'Empire russe qui avait été l'ancêtre un peu de l'Union soviétique. Elle existe à travers plusieurs organisations. On connaît la Communauté des États indépendants, le CEI, qui a été l'équivalent de l'Union européenne pour les anciennes républiques soviétiques. Et il y a aussi maintenant l'équivalent d'un OTAN, de l'OTAN qui existe à l'ouest. Eh bien, il y a un OTAN qui existe maintenant à l'est, l'Organisation du Traité de sécurité collective, l'OTSC, et qui rassemble encore une fois une grande partie des anciennes républiques soviétiques. Pas toutes, pas toutes. Et donc, il y a deux pays importants qui font partie de cette OTSC. Il y a la Biélorussie et il y a le Kazakhstan. Il faut savoir que aujourd'hui, quand vous avez parlé de rêve de restauration de cet empire soviétique et russe, il y a trois principales républiques que les Russes n'ont jamais accepté de perdre, puisque les Russes ont accepté au fond que des pays comme les pays baltes décident de leur indépendance. Il n'y avait aucune continuité réellement historique ou identitaire avec les pays baltes. Pareil pour des pays comme l'Ouzbékistan ou le Turkménistan, qui sont des pays turcophones musulmans. Mais le Kazakhstan, l'Ukraine et la Biélorussie, ce sont des pays que les Russes considèrent comme étant une continuité identitaire, comme étant, pour beaucoup de Russes, l'Ukraine, c'est l'origine de la Russie, puisque le russe de Kiev, c'était avant Moscou.
C'était là le cœur de la Russie, avant qu'elle se répande un peu plus vers l'Est au Moyen-Âge et prenne comme capitale Moscou. Et donc, pareil pour le Kazakhstan, où 60% de la population était russophone. Et pareil pour la Biélorussie. Le nom Biélorussie est très proche du mot Russie. Donc là-dessus, il n'y a aucun doute. Et par conséquent, autant Poutine a réussi pour la Biélorussie et le Kazakhstan à installer une sorte de puissance tutélaire informelle. Et on a vu par exemple début janvier les émeutes au Kazakhstan. L'OTSC, l'Organisation du traité de sécurité collective, a envoyé des troupes. Et concrètement, c'était des troupes russes. Donc concrètement, c'est Poutine qui a fait intervenir la force pour sauver l'establishment politique au Kazakhstan. Et donc il y a une force militaire, il y a donc une puissance de tutelle qui est exercée de Moscou vers le Kazakhstan, pareil de Moscou vers Minsk, la Biélorussie. Eh bien, l'Ukraine échappe à ce schéma-là. Et ça agace beaucoup, effectivement, le pouvoir à Moscou. Et donc, il y a une volonté de créer un pouvoir pro-russe. On ne sera jamais plus dans une situation d'annexion totale, comme ce qu'il y avait avant, que ce soit même pour la Biélorussie ou le Kazakhstan. Mais il y a volonté de créer des pouvoirs pro-russes pour créer un schéma de verticalité de Moscou vers les capitales, ces capitales périphériques, et restaurer un petit peu de manière de facto, mais pas de jure, pas d'un point de vue juridique, mais de facto, une centralité de Moscou et une certaine, on va dire, un rayonnement russe et restaurer un peu cet empire russe. C'est ce qui dérangerait aussi l'administration américaine, que ce renforcement, n'est-ce pas, de la Russie dans cette partie, n'est-ce pas, de l'Europe. Est-ce que vous pensez, Hafez Boutaleb, qu'aujourd'hui, au vu des déclarations des différents chefs de l'armée, notamment le Pentagone, qui font une véritable démonstration de force avec tous les militaires présents, n'est-ce pas, sur la frontière, est-ce que les Américains pourraient passer à l'étape supérieure? Est-ce que vous pensez que, contrairement à l'administration Trump, l'administration Biden pourrait encore une fois entrer en guerre? Ça semble exclu un conflit direct. La vraie question qui se pose, c'est est-ce que les Russes pourront réitérer le coup de force qui a eu lieu en 2014, lorsque des républiques autonomes ont été créées, des républiques fantoches à l'est, dans le Donbass, un territoire que les Russes considèrent comme étant russe et qui, effectivement, une grande partie de la population de ces parties-là à l'est de l'Ukraine se considère comme très russe et russophone. Et il y a eu la création de républiques fantoches par les armes, par la force des armes, et qui aujourd'hui sont des petites républiques satellitaires de Moscou. Et pareil pour l'annexion unilatérale directe de la Crimée. Encore une fois, là aussi, en Crimée, la population se considère comme appartenant à la Russie, mais d'un point de vue du droit international, ce qui a eu lieu, c'est une annexion, c'est une agression. Et donc, est-ce que cet acte-là pourrait être réitéré, mettre les pays de l'Ouest au pied du mur et les mettre devant le fait accompli d'une invasion russe, puisque personne ne peut affronter l'armée rouge, l'armée russe, puisqu'il en va de la sécurité du monde. On parle de deux puissances nucléaires, la Russie et les États-Unis. Et donc là, il en va de la sécurité, de la stabilité, de la paix mondiale. Et c'est ça le vrai problème. C'est pour ça qu'on a un ton très véhément de la part de Anthony Blinken, de Joe Biden, de l'administration donc démocrate à Washington. Et il ne faut pas oublier que le dernier coup de force qu'il y a eu lieu justement en 2014, Joe Biden était le vice-président des États-Unis et c'était les démocrates qui étaient à Washington. Donc, exact. Encore une fois, on a l'impression que Poutine profite du pouvoir démocrate, un pouvoir qu'il juge faible, pour pouvoir imposer le fait accompli. Et donc, ce qui explique ce ton dur face à Moscou. Mais il y a des discussions pour éviter le pire. Mais il faut rappeler aussi qu'à Kiev, en Ukraine, il y a un nationalisme ukrainien, même si l'est du pays est plus ou moins pro-russe, mais l'ouest du pays, là où il y a les grandes villes, là où il y a la majorité de la population, il y a un vrai sentiment d'appartenance à la nation ukrainienne. Il y a un nationalisme exacerbé depuis 30 ans, depuis même plus. À l'époque de l'Union soviétique, il était combattu, bien sûr, mais aujourd'hui, il est assumé. Ce nationalisme-là encourage Washington et les pays occidentaux à venir
développer, en tout cas étendre l'OTAN plus vers l'Est en Ukraine, à venir installer des installations militaires, etc., puisque pour eux, l'ennemi numéro un, c'est Moscou. Je parle des nationalistes ukrainiens qui sont au pouvoir aujourd'hui à Kiev. Et donc, eux aussi, aujourd'hui, soufflent sur la braise, puisqu'ils ne veulent pas être mis aussi devant le fait accompli. Il ne faut pas oublier, ils ont perdu une partie de leur propre territoire. Ils ont perdu des régions entières qu'ils ne contrôlent plus aujourd'hui. Donc c'est le cauchemar pour n'importe quelle administration. Et finalement, ils sont aussi les premiers à encourager les pays occidentaux à venir les défendre. Et ils sont aussi les premiers à être derrière cette crise aujourd'hui. Alors, des répercussions. Parlons impact à présent avec vous, Hafed Boutaleb, les répercussions sur d'abord l'Europe. Alors, ça divise un petit peu l'Europe. Il n'y a pas qu'une unanimité. Il ne faut pas oublier, l'Europe aujourd'hui, c'est principalement l'Allemagne. Bien sûr, je n'oublie pas la France, je n'oublie pas l'Espagne, des pays comme ça, des pays de cette taille plutôt qui sont très puissants. D'ailleurs, Emmanuel Macron devrait rencontrer Joe Biden dans les jours qui viennent. Oui, et Emmanuel Macron a pu discuter directement avec le président Poutine à 2 reprises par téléphone. Et aujourd'hui, il faut le souligner, Vladimir Poutine est en Chine pour rallier la Chine. Et il semblerait que la Chine est en train de rallier le point de vue russe sur cette question. Alors, il y a l'Allemagne aussi. L'Allemagne, c'est la première puissance économique en Europe. C'est aussi la 4e puissance économique mondiale. L'Allemagne s'approvisionne en gaz principalement à travers la Russie. Absolument. Il y a cette question de Nord Stream 2. Vous savez, ce gazoduc que les Allemands et les Russes souhaitent et veulent et défendent et que Washington ne veut pas et que Washington combat. Et aujourd'hui, il y a des négociations très compliquées pour pouvoir, de la part des Allemands, pour pouvoir atténuer la position des Américains sur le Nord Stream 2. Et là, avec cette situation envenimée, eh bien, les Américains veulent interdire, enfin, pas interdire, mais suspendre la construction de ce gazoduc, et ce qui correspond à une menace directe pour l'approvisionnement énergétique d'une puissance économique comme l'Allemagne, qui a besoin vraiment aujourd'hui, la préoccupation numéro 1 en termes géostratégiques des Allemands, c'est l'énergie. Après notamment le référendum sur l'abolition du nucléaire qui fait que l'Allemagne est en train de démanteler ses centrales nucléaires et elle a besoin de remplacer cet approvisionnement énergétique nucléaire par un autre approvisionnement, principalement le gaz et le gaz russe. Et donc l'Allemagne, bien sûr, soutient l'élargissement de l'OTAN vers l'Est, mais elle adopte une position plus atténuée, plus nuancée, puisqu'il s'agit là d'un allié majeur qui est la Russie, pour l'Allemagne en termes énergétiques. Et donc, on voit que l'Europe se divise, pas vraiment, mais elle n'aura pas réellement une voix ferme comme ce que l'on peut voir au niveau de Washington. Il n'en demeure pas moins que les Allemands refusent, bien sûr, toute agression russe en Ukraine. Pareil, comme ce que je viens de souligner, la Chine, aujourd'hui, est en train de rejoindre le camp russe. Et au fond, on est en train d'assister à une recomposition de la géopolitique mondiale sur un schéma bipolaire, un peu comme ce qu'il y avait au moment de la guerre froide. D'un côté, la Russie et la Chine, 2 puissances nucléaires, et la 2e puissance économique mondiale, qui est la Chine, et le pays le plus vaste au monde en termes de superficie, qui est la Russie. Et de l'autre côté, la 1re puissance économique mondiale, qui est les États-Unis, l'Union européenne, qui est un espace économique considérable, et puis l'OTAN, qui est la 1re force militaire mondiale. Donc on a une polarisation, et un élément intéressant, c'est la position de la Turquie. La Turquie qui était pro-russe depuis le coup d'État manqué à Ankara, en tout cas contre le président Erdogan en 2016. Eh bien, on voit aujourd'hui que la Russie adopte une position surprenante qui agace à Moscou, puisque la Russie va vendre des drones à l'Ukraine. La Russie va construire une usine de fabrication de drones en Ukraine. C'est une position qui est jugée hostile par rapport à Moscou, qui avait commencé déjà. La Turquie, vous voulez dire, c'est la Turquie qui s'apprête à construire tout cela, n'est-ce pas, pas la Russie? C'est la Turquie, oui, qui s'apprête à construire, à vendre des drones à l'Ukraine et à construire une usine de fabrication de drones en Ukraine, ce qui agace
en Russie, notamment Vladimir Poutine, puisqu'il considère qu'il s'agit d'une trahison de cette amitié qu'on a vue depuis quelques années entre Poutine et Erdogan. Et aujourd'hui, Erdogan, finalement, est en train de trancher pour l'OTAN, puisque la Turquie est un pays fondateur de l'OTAN, c'est un pays aussi fondamental au sein de l'OTAN. Et puis, on voit très bien que la Turquie est en train de faire marche arrière par rapport à son alliance avec la Russie. Et dans cette recomposition, de cette reconstruction d'un monde un peu bipolaire, eh bien, la Turquie est en train de rechoisir son allié traditionnel, les États-Unis, ses alliés traditionnels que sont l'OTAN et les pays de l'Ouest de l'Union européenne. Dernière question rapidement, Hafid Boutaleb, quelques peut-être solutions pour apaiser les tensions actuelles sur l'Ukraine, selon vous? C'est bien qu'il y ait des discussions, que ça se multiplie. Encore une fois, les deux parties se sentent agressées. Les Russes se sentent victimes, puisque la Russie avait bien spécifié au moment du démantèlement de l'Union soviétique qu'il n'est pas question de se retrouver avec l'OTAN à ses frontières. Aujourd'hui, elle a l'impression d'être trahie par l'OTAN. Les pays de l'OTAN, les pays de l'Ouest, considèrent que la Russie, en faisant cet acte en 2014 d'agression et ce leadership trop fort de Poutine, considèrent qu'il s'agit de prémisse d'un expansionnisme de la Russie vers l'Ouest, et eux aussi considèrent qu'il s'agit d'une trahison, puisque au lendemain de la fin de l'Union soviétique, normalement les relations entre la Russie et l'Occident auraient dû être plus apaisées. C'est un peu l'esprit qu'avait installé à l'époque le couple Eltsine-Clinton. On se souvient de la concorde qu'il y avait à l'époque entre Moscou et Washington. Totalement perdu aujourd'hui. Et donc, les deux se jettent un peu, considèrent que c'est l'autre qui a, on va dire, d'une certaine manière, trahi le consensus qui était informel, qui s'était installé aux années 90. Et donc, finalement, pour essayer vu qu'on a de part et d'autre des parties qui se considèrent victimes, le meilleur moyen, c'est le dialogue, c'est le débat. On voit là, aujourd'hui, avec le ralliement de la Chine à la position russe, on ne pense pas, enfin, il est quasiment exclu qu'il y ait un affrontement direct. Mais effectivement, il y a la question de la souveraineté de l'Ukraine qui doit être posée. L'Ukraine est un pays souverain, il faut le rappeler, ils ont le droit d'être membre de n'importe quel pays, n'importe quelle organisation, s'ils souhaitent adhérer à l'OTAN. Il est difficile de les interdire, mais il semblerait que cette question pose un véritable problème. Les jours prochains, nous verrons comment cette question sera tranchée. Merci beaucoup, Hafid Boutaleb, expert en relations internationales. Merci d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir. Voilà, c'est la fin de Questions d'Actu. Très bonne soirée.